On sort pas, on est... Là, c'est ça. Je dépends de la juridiction de la commune Locourt. Tribunal du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui, vous avez... C'est ma pièce d'identité et c'est mon permis de conduire. C'est pas votre permis de conduire déjà? Si. Parce que ça, c'est donc Alors sachez que le code de la route, c'est On a un aucune code, c'est valeur. pas une loi et c'est qu'un arrêté depuis 1922, non signé dans le journal officiel du Code civil français. En C'est minuscule. Pierre de la famille Legrand, par lui dire. En minuscule, s'il vous plaît. Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Bah oui, c'est une société depuis 1947. Et vous êtes aussi enregistré à la SEC Washington DC sous un numéro Guns and Bradstreet qui appartient à Washington DC, ce qui fait de vous des mercenaires sur le sol français. Bah faites des recherches, vous verrez que j'ai raison. Et c'est un code de la route, c'est pas une obligation, c'est pas une loi. Et pour le contrôle technique, c'est pareil, c'est un arrêté. Un arrêté qui n'a pas été renouvelé. Est-ce que j'ai tué, est-ce que j'ai volé? Non. Vous êtes soi-disant des gardiens de la paix. Voilà. Et on aimerait bien avoir vos matricules, s'il vous plaît. Pierre de la famille Legrand, par lui dire. Voilà. Vous l'avez, je vous le donne depuis tout à l'heure. En minuscule, s'il vous plaît. On n'est pas des entreprises. Et c'est pas un véhicule, c'est une voiture. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On rentre pas en contrat avec vous. Vous êtes une société, je ne rentre pas en contrat avec vous. J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai fait de mal à personne. Voilà. Et on n'a pas fait Et on d'infraction. n'a pas commis d'infraction, rien. Voilà. Je ne consens pas. Vous ne voulez pas? On ne contracte Je pas. ne contracte pas. Je ne contracte pas avec une société privée. On va venir proposer l'appareil. Vous allez me dire que vous ne voulez pas. Qu'on ne contracte pas. On ne contracte C'est pas la même chose. Alors, vous voulez vous soumettre au dépistage, monsieur? On ne Non. contracte pas. Est-ce que j'ai tué, est-ce que j'ai volé? Non. Vous voulez vous soumettre au dépistage? Ma question est simple. On Voilà. ne Je contracte ne pas. contracte pas. Vous ne contractez pas. Donc, vous allez venir avec nous, monsieur. Vous êtes en garde à vue à partir de maintenant. Et pour quelle Non, est-ce raison? que j'ai tué, est-ce que- Non, non, vous n'avez pas le droit de Vous toucher à n'avez la pas le droit à voiture. C'est Là, une vous êtes voiture filmé. privée. C'est Vous êtes une filmé. voiture privée. C'est une voiture privée. Ah bah, C'est une voiture privée, vous pouvez appeler le procureur. Vous n'avez pas à toucher la voiture. c'est une propriété C'est privée. une Non, propriété privée. non. Je ne consens pas. Je ne rentre pas en contact. Donc voilà, c'est un contrôle. Contrôle pour alcoolémie et on ne consent pas et ils veulent casser la vitrine de la voiture. Voilà. On est en plein dedans. Donc Et là, comme quoi ils sont perdus, ils savent pas quoi faire parce qu'on ne consent pas. ils veulent casser. Ils veulent casser le pare-brise et du coup, bah nous, on se démonte pas. Donc voilà, il a sorti la matraque, il a voulu s'énerver, nous on est restés, on ne consent pas. C'est une On ne société privée. consent pas. Voilà. Ils nous disent qu'on est en garde à vue alors que nous n'avons pas tué, nous n'avons pas volé, nous n'avons fait aucune infraction. Donc il n'y a pas lieu d'avoir de contrôle. Voilà. Il n'y a pas lieu de nous, soi-disant qu'on est en garde à vue depuis 16 heures. Il est hors de question, on est sous contrôle privé. Voilà. Donc maintenant, je vous fais part qu'ils appellent le procureur. Et la carte, ils vont la rendre, hein, parce que là, ils ont ta carte. Hein. Oh non, mais c'est pas grave, j'ai fait exprès de la donner. Voilà. Donc, ils ont pris la carte de la Common Law Court. Et du coup, ils téléphonent au procureur. Et nous allons déposer plainte pour agressivité et tentation de dégrader notre Si vous voulez voiture. un peu de lecture, voilà. Ça vous dit que j'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Nous Voilà, n'avons c'est tout. pas à contracter avec vous, avec eux. Et c'est pas fini, hein. Il y en a beaucoup qui sont au courant de tout ça. Hein. Bah allez-y, cassez, hein, je porte plainte. Allez, Alors, vous-même. vous. Non. 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 Vous n'avez pas. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. C'est une honte. C'est une... Vous n'avez pas le droit. Non. Non. Vous n'avez pas le droit de casser. Vous n'êtes certainement pas passé à côté de cette vidéo qui est littéralement devenue virale et qui a été un gros succès de la chaîne, avec ce couple refusant de se soumettre à un test d'alcoolémie, pensant être dans leur bon droit,
Alors malheureusement, cette scène n'est pas un accident isolé, elle est le symptôme d'une métastase idéologique qui ronge l'Occident, une doctrine qui nie la légitimité même des institutions et dont l'origine remonte aux heures les plus sombres du XXe siècle américain. Cette doctrine, ça s'appelle les citoyens souverains, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'origine de ce mouvement, quel est le cœur de cette doctrine, et on va évidemment apporter une attention toute particulière à son implantation en France qui, depuis le Covid, ne cesse de prendre de l'importance. Alors avant cela, je vais te demander un petit service, abonne-toi et mets un petit pouce bleu, commente aussi, et puis n'hésite pas à booster cette vidéo, maintenant on peut le faire, et c'est important car il est malheureusement de plus en plus compliqué pour les créateurs d'être visibilisés par l'algorithme de YouTube. Pour comprendre la logique qui anime un citoyen français refusant de reconnaître le code de la route, il est nécessaire d'explorer les racines d'une sécession mentale née dans les plaines du Midwest américain durant les années 60. Le point de départ se trouve dans la trajectoire de William Potter Gale. Cet homme n'était pas un marginal sans éducation, mais un lieutenant-colonel décoré de l'armée des États-Unis, et durant la Seconde Guerre mondiale, il servait dans l'état-major du général Douglas MacArthur. Et son rôle consistait à coordonner les réseaux de guérilla aux Philippines. Une expérience de la résistance armée contre une occupation étrangère qui va structurer toute sa pensée politique ultérieure. À son retour sur le sol américain, dans un climat de guerre froide et de tensions raciales, Gale commence à percevoir son propre gouvernement comme une force d'occupation. Alors il se tourne vers une théologie radicale et devient l'un des principaux architectes de l'identité chrétienne. Cette doctrine propose une réécriture raciale de la Bible, affirmant que les peuples blancs d'Europe du Nord sont les véritables descendants des tribus d'Israël. Et selon la thèse de l'anglo-israélisme, Gale soutient que les Juifs sont les progénitures directes de Satan et que les personnes non blanches sont des créatures dépourvues d'âme. Et ce socle raciste lui permet de désacraliser l'État fédéral, perçu non comme un protecteur, mais comme un instrument d'une cabale internationale qu'il nomme le Zionist Occupation Government, soit le gouvernement sioniste d'occupation. Et c'est ici que se forge l'identité centrale du mouvement. L'État est illégitime parce qu'il est l'outil d'une puissance étrangère et maléfique. En 1969, Gale transforme cette théorie en organisation de combat en fondant le Posse Comitatus, expression latine signifiant le pouvoir du comté. Le dogme est clair, la seule autorité légitime est le shérif du comté, élu par le peuple local. Toute institution supérieure, qu'il s'agisse du FBI ou du gouvernement fédéral, est considérée comme inconstitutionnelle dès lors qu'elle tente d'imposer des lois sans l'accord du shérif. Gale appelle à la formation de milices citoyennes pour défendre cette souveraineté et encourage ouvertement la violence contre les agents fédéraux, les qualifiant de traîtres. Cette idéologie trouve un écho puissant lors de la crise agricole des années 70 et 80, lorsque des fermiers ruinés voient leurs terres saisies. Gale leur offre une explication: leur dette serait nulle car contractée auprès d'un système financier illégal. Un associé de Gale, Roger Helvig, comprend alors que la confrontation armée directe mène à l'échec face à la puissance étatique. Il développe alors le terrorisme de papier. Au lieu d'utiliser des balles, les adeptes saturent l'administration de documents juridiques inintelligibles, déposent des privilèges frauduleux sur les biens des juges et utilisent des chèques fictifs émis sur des comptes imaginaires du Trésor. Et le mouvement change alors de nature. Il n'est plus nécessaire d'être un suprémaciste pour rejoindre la cause, il suffit d'être en détresse financière ou en colère contre le fisc. Le fisc souverain repose sur un système de croyance d'une complexité byzantine conçue pour immuniser la dette contre toute obligation sociale. La clé de voûte est la théorie de l'homme de paille. Les citoyens souverains croient en une dualité de l'être imposé par l'État à la naissance. D'un côté, l'être de chair et de sang, l'individu biologique libre et souverain, soumis aux droits naturels. De l'autre, l'homme de paille, une entité corporative artificielle créée par l'État via l'acte de naissance.
Pour les adeptes, l'État utilise ce double juridique pour asservir l'individu. La preuve de cette manipulation résiderait dans la typographie des documents officiels. Ils remarquent que sur les permis de conduire ou les cartes bancaires, le nom est écrit en lettres majuscules. Selon leur interprétation du droit romain, l'usage de la majuscule désigne un esclave ou une marchandise, ce qu'ils appellent le capitis diminutio maxima. Ils concluent qu'en changeant la graphie de leur nom, en insérant par exemple les ponctuations ou en ne mettant pas les majuscules à leur nom de famille, ils brisent le lien avec la fiction juridique et redeviennent intouchables par la loi. Cette dérive sémantique s'appuie sur le détournement de l'acte Sestui Quae Vie de 1666. Historiquement, ce texte visait à régler les successions après la Grande Peste et l'incendie de Londres en déclarant légalement mortes les personnes disparues en mer. Les citoyens souverains transforment alors cette mesure en une conspiration mondiale. Ils affirment que l'État déclare chaque enfant mort en mer à sa naissance pour s'approprier sa valeur économique future. L'acte de naissance serait alors un titre boursier vendu à des banques et chaque individu posséderait un compte secret au trésor crédité de millions d'euros. Et c'est pour accéder à ce crédit qu'ils tentent de payer leurs dettes avec des documents artisanaux, persuadés qu'en utilisant les formules du Code du commerce uniforme, ils peuvent annuler n'importe quelle obligation financière. Cette vision transforme alors tout contact avec l'autorité en une négociation commerciale. Si l'État est une entreprise, alors les gendarmes sont des vigiles privés. En déclarant « je ne contracte pas », le citoyen souverain pense annuler la juridiction de l'agent. Cette logique conduit à des scènes absurdes dans les tribunaux où les prévenus refusent de franchir la barre pour ne pas se soumettre à la loi maritime de l'amirauté, interpellent le juge sur leur serment et signent avec des empreintes rouges symbolisant leur sang vivant. Le phénomène s'internationalise avec l'émergence de Romana Didulo au Canada. Cette femme a profité du chaos de la pandémie de Covid-19 pour s'autoproclamer reine du monde, affirmant agir sous la protection d'une alliance militaire secrète. Suivie par des dizaines de milliers de personnes sur Telegram, elle émet des décrets royaux aux conséquences dramatiques. Elle a ordonné à ses fidèles de cesser de payer leurs factures, promettant que l'énergie était gratuite. Des familles se sont ainsi retrouvées dans le noir et le froid en plein hiver. Didulo a franchi après un cas violent en encourageant le meurtre de ceux qui vaccineraient les enfants et en appelant à l'exécution des politiciens. Elle parcourt ainsi le pays dans un camping-car, créant ainsi des tensions extrêmes dans les communautés qu'elle traverse, illustrant comment l'idéologie souveraine peut muter en une secte apocalyptique. En France, la greffe a pris à partir de 2018, favorisée par les gilets jaunes et les mesures sanitaires. Le groupe One Nation, dirigé par Alice Putzelmar, propose un mélange de spiritualité New Age et de rejet de la République. Elle incite ses abonnés à brûler leurs papiers d'identité et à retirer leurs enfants de l'école. En 2021, One Nation a tenté d'acheter un domaine dans le Lot pour fonder une zone souveraine, projet stoppé par les autorités, mais révélant la capacité financière du mouvement. Parallèlement, le Conseil national de transition d'Éric Fiorini a pris une direction insurrectionnelle, affirmant que la Constitution française était nulle. Son arrestation a permis de découvrir des armes et des projets d'action violente. Après lui, Rémi Daillé-Widerman est devenu la figure de proue de cette tendance structurant un réseau clandestin visant à renverser l'État. L'affaire Mia constitue le sommet de cette radicalisation violente en France. En avril 2021, une enfant de 8 ans est enlevée dans les Vosges par un commando utilisant des techniques paramilitaires. Les ravisseurs étaient des adeptes des théories souveraines, persuadés de sauver l'enfant d'un État pédocriminel. L'opération était pilotée par Rémi Daillé depuis la Malaisie. Cette affaire a révélé que les théories sur l'homme de paille pouvaient transformer des citoyens ordinaires en criminels convaincus de leur bon droit et a mis au jour des projets d'attentats contre des centres de vaccination. Le procès de Dunkerque en 2024 montre que cette idéologie sature désormais le quotidien judiciaire. Le conducteur d'Esquelbecq
a refusé de reconnaître la compétence de la juge, illustrant une épidémie de refus de l'autorité. Des milliers d'automobilistes circulent désormais sans assurance ou avec de fausses plaques, rejetant le principe de la responsabilité civile. La comparaison avec l'Allemagne est du reste inquiétante. Les Reichsbürger rejettent la légitimité de la République fédérale, considérant que l'Empire de 1871 est la seule entité légale. Contrairement au groupe français, il dispose de structures militaires. En 2022, un complot dirigé par le prince Heinrich XIII Reuss a été déjoué alors qu'il prévoyait d'attaquer le Parlement. L'implication des membres des forces spéciales et d'une ancienne juge montre l'infiltration de l'idéologie souveraine dans les structures de l'État allemand. La France surveille cette évolution car les réseaux de Rémi Daillé montraient une volonté similaire de recruter des profils militaires pour un putsch. Toutefois, la riposte institutionnelle s'organise avec la Miviludes, qui note une hausse massive des signalements. La crise sanitaire a servi de catalyseur, le rejet des masques devenant un rejet total de la loi. Le Parlement a adopté la loi du 10 mai 2024, créant un délit d'abus de faiblesse numérique et renforçant la protection des mineurs. Les forces de l'ordre sont formées pour identifier les comportements souverains lors des contrôles et agir avec fermeté. Ce mouvement est le symptôme d'une rupture du contrat social, proposant une dissolution de la société au profit d'un individualisme radical. La force de cette théorie réside dans leur capacité à offrir des solutions simplistes à des situations de détresse. Cependant, la confrontation avec la réalité est brutale, menant souvent à la ruine ou à l'isolement. La persistance de ces thèses s'explique par leur structure circulaire, où chaque échec valide la théorie du complot. L'État doit protéger la cohésion nationale sans transformer ces individus en martyrs, la bataille se livrant sur le terrain du droit et de l'information. Pour approfondir la compréhension de cette architecture mentale, il est nécessaire d'examiner comment William Potter Gale a su utiliser son passé militaire pour légitimer la haine. Son église n'était pas un simple lieu de culte, mais un centre de formation idéologique. Il affirmait que le 14e amendement de la Constitution américaine était une fraude, créant une citoyenneté de seconde classe. Selon lui, en acceptant les services de l'État fédéral, les citoyens se soumettaient à une autorité illégitime. Cette logique de rupture contractuelle est le fondement de tout le mouvement actuel. Sans cette structure quasi-théologique, le mouvement n'aurait jamais eu cette résistance. Le Posse Comitatus enseignait à ses membres à fabriquer leurs documents et à utiliser des tribunaux parallèles pour juger les fonctionnaires. Ces tribunaux servaient à justifier la violence. La martyrologie de membres comme Gordon Cale est un moteur de radicalisation, transformant des délits fiscaux en combats héroïques. Roger Helvig a apporté la dimension économique avec sa théorie de la rédemption. Il prétendait qu'en 1933, les États-Unis avaient gagé la capacité de travail de leurs citoyens auprès de la Réserve fédérale. Chaque acte de naissance vaudrait 630 000 $. Helvig vendait des kits pour reprendre possession de ce compte, s'enrichissant sur le dos des gens désespérés. Cette arnaque a posé les bases de ce qu'on appelle le terrorisme de papier. La théorie de l'homme de paille déconnecte ainsi l'individu de sa responsabilité juridique. Les adeptes voient le droit comme un jeu où celui qui connaît les formules gagne. La manipulation typographique est une pensée magique, une régression vers une vision archaïque du langage où le nom possède une puissance intrinsèque. Cette sécession sémantique rend le dialogue avec la justice impossible. L'acte Sestui Quae Vie est utilisé pour construire un récit global d'esclavage universel. Les souverains scrutent les tribunaux pour trouver des signes de la loi maritime, comme les franchissons les drapeaux. Chaque interaction avec un fonctionnaire est un test pour démasquer la fraude. Au Canada, Romana Didulo présente une dimension messianique. Ses décrets royaux promettent l'abondance mais mènent à la ruine. Sa caravane est une micro-société itinérante posant des problèmes de maintien de l'ordre. En France, One Nation utilise une rhétorique de bien-être pour attirer des profils variés. La territorialisation est une étape clé de la radicalisation, renforçant l'emprise sur les membres.
Alice Pazalmar transforme des inquiétudes légitimes en un rejet total du contrat social. Le Conseil national de transition visait la conquête institutionnelle. Fiori il affirmait que seul le CNT était légitime. Son arrestation a révélé des réseaux structurés prêts à l'action. Rémi Dalet-Widerman a radicalisé ce discours avec le terme de la pédocriminalité d'État. L'affaire Mia illustre comment des théories abstraites motivent des crimes graves. Les ravisseurs étaient des gens ordinaires colonisés par la paranoïa. L'infrastructure de la sécession demande des cash et des financements, prouvant que le mouvement a dépassé le stade de la simple croyance individuelle. Le procès de Pierre L montre la banalisation de ce refus. Le risque est la multiplication des refus d'obtempérer, mettant en péril la sécurité publique. En Allemagne, le complot de Reus montre l'infiltration dans l'élite sécuritaire. Ce désir de souveraineté peut être une nostalgie pour un ordre pré-démocratique, soit autoritaire. La réponse française doit être pédagogique pour redonner du sens au contrat social. Le mouvement est une pathologie reflétant nos propres crises, un rejet de la complexité au profit d'un individualisme mystique. La lutte contre cette fragmentation mentale est le défi majeur pour la survie du modèle démocratique. L'individu se sentant écrasé trouve dans ces théories un pouvoir illusoire. L'évolution technologique favorise en outre cette propagation avec des chambres d'écho numériques où la réalité n'a plus prise. Les algorithmes renforcent quotidiennement les certitudes des adeptes. Le terrorisme de papier sature les tribunaux, chaque dossier demandant des heures de traitement pour des arguments sans fondement. Ces stratégies d'épuisement visent à prouver l'impuissance de l'État. Dans les zones rurales, les maires affrontent des administrés refusant de respecter les règles locales au nom de leur souveraineté. C'est un séparatisme de l'intérieur. La réponse doit être globale, juridique, sécuritaire et sociale. Il faut recréer de la confiance et protéger les vulnérables. Sans loi commune, c'est la loi du plus fort qui s'impose. Les souverains se condamnent à une existence de paria. La vitre brisée des Skelbeck est un avertissement sur la dissolution du lien de confiance. Pour bien accroître la profondeur de cette analyse, il faut explorer la mécanique psychologique de l'emprise numérique. Sur des plateformes comme YouTube, les vidéos de confrontation sont des manuels de résistance. L'adepte se sent investi d'une mission sacrée, filmé en direct, soutenu par une communauté. Cette validation sociale empêche toute remise en question. En France, la méfiance envers les élites nourrit ce discours. L'administration est vue comme un monstre froid et les souverains cherchent justement à réinjecter de l'humanité par la révolte. Mais cette révolte est dévoyée par le conspirationnisme. La fraude du nom est un enfermement. L'affaire Mia a forcé les services à revoir l'évaluation de la menace. Les réseaux souverains sont capables d'opérations de commando. Le prince Reus en Allemagne montre que l'idéologie touche toutes les classes. La trahison de l'intérieur s'attaque aux défenses de l'organisme social. La loi de 2024 doit s'accompagner d'un effort pédagogique pour expliquer pourquoi la loi est censée garantir la liberté. Les citoyens souverains transforment la dette en erreur et l'obligation en option. La confrontation au réel est douloureuse. Le risque est le basculement dans un désespoir violent. La fragmentation de la vérité est une menace insidieuse. Faire société demande un effort que les souverains refusent. Si le contrat social se dissout, c'est l'édifice de la vie collective tout entière qui s'effondre. L'approfondissement du dossier nécessite de détailler les schémas financiers utilisés par ces groupes. Ils emploient souvent des structures de type fiduciaire pour masquer leurs avoirs tout en prétendant être hors du système. En France, les dons collectés par One Nation montrent une organisation solide. Cette manne financière permet de financer des projets territoriaux et des campagnes de communication. Le mouvement souverain est une industrie de l'espoir déçu, vendant des solutions miracles à des problèmes structuraux. Le jargon juridique utilisé crée une barrière de protection contre la critique extérieure. L'adepte se sent
supérieur car il possède une connaissance secrète. Cette gnose juridique est le moteur de l'orgueil souverain. La dimension philosophique de la souveraineté est ici totalement dévoyée, alors que la souveraineté devrait être le pouvoir du peuple organisé en corps politique. Elle devient ici l'ego démesuré de l'individu refusant toute contrainte. C'est l'aboutissement d'une dérive individualiste où le mot devient sa propre loi. Cette atomisation de la société rend impossible toute action collective pour le bien commun. Les souverains ne voient l'autre que comme un contractant potentiel ou un obstacle. C'est une vision du monde purement marchande, paradoxalement pour un mouvement se disant en lutte contre les multinationales. Il retourne les outils du capitalisme le plus radical contre l'État lui-même. Des messageries cryptées comme Telegram est centrale dans ce problème. Elles permettent de créer des espaces où la contradiction n'existe plus. Les rumeurs sur les réseaux pédophiles d'État y circulent absolument sans filtre, préparant les esprits à la violence. L'enlèvement de Mia n'aurait pas pu avoir lieu sans cette infrastructure numérique. Les services de renseignement sont confrontés à un brouillard informationnel permanent. Les souverains utilisent la liberté d'expression pour détruire les fondements de la liberté. Cette contradiction est au cœur du défi législatif. Comment protéger la démocratie sans trahir ses principes? La réponse institutionnelle doit être agile et innovante. L'analyse de la situation en Allemagne révèle que le mouvement souverain peut servir de base à un terrorisme structuré. Le groupe Reus avait planifié les moindres détails de la transition vers un nouveau régime. Ils avaient des listes de personnes à arrêter, et ce n'est pas une fantaisie, c'est un projet politique totalitaire drapé dans les habits de la souveraineté. La France doit être vigilante car le discours souverain attire de plus en plus de profils issus des milieux de la sécurité. La perte de sens de la mission régalienne peut pousser certains vers cette théorie offrant un cadre d'action radicale. La surveillance des réseaux sociaux est un enjeu de sécurité nationale. Dans les tribunaux, le comportement des souverains vise à paralyser le système. Ils refusent de confirmer leur identité, posent des questions sans fin sur la compétence du juge et déposent des milliers de pages de documents. C'est ce qu'on appelle le terrorisme de papier ou le terrorisme judiciaire. Chaque procès devient un marathon administratif. Les magistrats doivent être formés pour ne pas se laisser entraîner dans des joutes stériles. La fermeté procédurale est la seule réponse efficace. Il faut rappeler que le droit n'est pas une magie sémantique, mais une règle saine pour la vie en commun. Les souverains tentent de transformer la justice en un champ de foire. Le respect de la forme juridique est ici un acte de résistance de l'État. La dimension historique du mouvement aux États-Unis montre que ces idées ne meurent jamais. Elles se transforment. Le posse comitatus a disparu, mais ces thèses ont infusé dans tout le mouvement des milices et aujourd'hui chez les citoyens souverains. C'est un courant de pensée permanent dans l'histoire américaine, lié au rejet du gouvernement central. Son importation en Europe est facilitée par la mondialisation numérique. Les termes anglais comme strawman ou redemption sont traduits et adaptés. C'est une colonisation culturelle par la paranoïa. L'Europe doit construire ses propres réponses fondées sur son histoire et son droit. La riposte législative de 2024 vise à briser l'emprise des gourous. Il faut couper les sources de financement et empêcher la diffusion des consignes de désobéissance les plus dangereuses. La protection des enfants est la priorité absolue, car ils sont les premières victimes de la sécession de leurs parents. La déscolarisation est une forme de maltraitance qui condamne l'enfant à l'isolement. L'État doit intervenir pour garantir le droit à l'éducation. Les souverains voient cette intervention comme littéralement une agression, ce qui renforce leur paranoïa. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser par une action sociale de proximité. La riposte législative de 2024 vise à briser l'emprise des gourous. Il faut couper les sources de financement et empêcher la diffusion des consignes de désobéissance les plus dangereuses. La protection des enfants est la priorité absolue, car ils sont les premières victimes de la sécession de leurs parents. La déscolarisation est une forme de maltraitance qui condamne l'enfant à l'isolement. L'État doit intervenir pour garantir
le droit à l'éducation. Les souverains voient cette intervention comme une agression, ce qui renforce leur paranoïa. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser par une action sociale de proximité. Le profil de la Miviludes souligne que le profil de l'adepte a changé. On ne trouve plus seulement des personnes marginalisées, mais des cadres, des enseignants, des retraités. La détresse n'est pas seulement économique, elle est littéralement existentielle. Le besoin de retrouver du contrôle sur sa vie pousse vers ces théories. Le mouvement souverain est une promesse de puissance dans un monde perçu comme incontrôlable. Il faut donc agir sur les causes profondes de ce sentiment d'impuissance. La démocratie doit redevenir un espace de pouvoir réel pour le citoyen. Sans cela, le discours souverain continuera de prospérer sur le vide laissé par les institutions et nos politiques. Le fondement du dossier doit également porter sur la manipulation du langage commercial. Les souverains utilisent le code de commerce uniforme, un texte américain, comme s'il s'agissait d'une loi universelle. Ils pensent que toute relation humaine est régie par le droit des contrats. Ils envoient des sommations de payer à des gendarmes ou à des maires, facturent chaque minute de leur temps lors d'un contrôle. C'est une tentative de harcèlement financier. Cette inversion des rôles vise à intimider les agents publics. L'État doit protéger ses agents contre ces manœuvres. La réponse pénale doit être systématique pour décourager ces pratiques. Le droit ne peut pas être utilisé pour détruire justement le droit. La possession du réel commence par l'abandon des symboles de la citoyenneté. Brûler son passeport est un acte de repassage vers la souveraineté. Mais sans papier, il devient vulnérable, incapable de voyager ou de travailler légalement. Il s'enfonce dans une marginalité dont il est, pour lui, difficile de sortir. Les groupes comme One Nation encouragent cette autodestruction sociale car elle renforce la dépendance envers le groupe. C'est la mécanique classique des sectes. La lutte contre les citoyens souverains est donc aussi une lutte contre l'emprise mentale. Le dossier MIA a montré que la radicalisation peut être très rapide. Des individus qui menaient une vie normale, quelques mois auparavant, se sont retrouvés impliqués dans un enlèvement international. La vitesse de la contagion idéologique sur Internet est un facteur de risque majeur. Il n'y a plus de sas de décompression. L'individu passe de la simple curiosité à l'action violente en quelques clics. La surveillance des plateformes est donc indispensable. Les autorités doivent agir en amont pour détecter les signaux faibles. La formation des travailleurs sociaux et des enseignants est si cruciale pour repérer les changements de comportement chez les parents et les enfants. La conclusion de cette analyse exhaustive nous amène à considérer le mouvement souverain comme un défi total. Il remet en cause le droit, la politique, la science et le langage commun. C'est une force de dissolution qui profite des failles de la modernité. Pour y répondre, il ne suffit pas d'appliquer la loi, il faut réaffirmer les valeurs qui fondent notre société. La liberté n'est pas l'absence de règles, mais la capacité de se donner des règles communes. Le souverain individuel est un souverain nu, sans protection et sans avenir. Le vrai souverain est le citoyen, membre d'un peuple libre et solidaire. Cette vérité doit être martelée pour contrer les messages de ces gourous. L'existence du mouvement est aussi liée à l'absence de conséquences immédiates pour certains actes de désobéissance. Si un adepte peut rouler des mois sans permis, sans être inquiété, il se sent validé dans sa croyance. La réponse de l'État, du coup, doit être rapide et proportionnée. L'impunité est le carburant de la radicalisation. Les moyens de la justice et de la police doivent être adaptés pour traiter ce nouveau type de contentieux. La vitre brisée à Esquelbecq doit être le signal que la loi ne reculera pas, le contrat social n'est pas une option, c'est la condition de la paix civile. Le mouvement des citoyens souverains est une pathologie politique qui s'attaque à la racine de la vie en commun. Né dans la haine et la paranoïa aux États-Unis, il s'est métastasé en Europe sous des formes diverses mais toujours dangereuses.
Que ce soit à travers le terrorisme de papier, l'enlèvement d'enfants ou le projet de coup d'État, la menace est réelle. La réponse doit être globale, mêlant fermeté juridique et pédagogie citoyenne. L'enjeu est de préserver la réalité partagée face aux illusions d'une souveraineté absolue et isolée. La société doit se défendre contre ceux qui veulent la dissoudre au nom d'un ego radicalisé. La loi est notre bien commun et son respect est le garant de notre liberté à tous. Chaque chapitre de cette analyse montre que la vigilance ne doit jamais faiblir. Les ramifications européennes sont de plus en plus complexes avec des échanges de méthodes entre les groupes français, allemands et anglais. L'internationalisation de la désobéissance est une réalité. L'État doit agir avec détermination pour briser ces réseaux. La sécurité des citoyens et la survie de nos institutions sont à ce prix. Le mouvement souverain est un miroir des faiblesses de notre temps et nous devons y répondre avec la force de nos convictions démocratiques. La vie brisée est un symbole, mais c'est le lien social qu'il faut reconstruire, pièce par pièce, face aux métastases de l'anti-autorité. L'individu souverain se croit libre car il ne reconnaît plus de maître, mais il devient l'esclave de ses propres délires et de l'emprise des gourous qui l'exploitent. La véritable souveraineté est celle qui nous permet de construire ensemble un avenir commun. Les citoyens souverains nous rappellent que ce projet est fragile et qu'il doit être défendu chaque jour. La loi du 10 mai 2024 est un outil, mais c'est notre volonté collective de vivre ensemble qui sera le rempart ultime contre la sécession mentale. Le récit de Pierre L. et de tant d'autres doit nous pousser à agir pour que la loi commune reste le socle de notre liberté. Le terrorisme de papier ne doit pas paralyser la justice et la violence ne doit pas intimider l'État. Le dossier des citoyens souverains est ainsi une plongée dans une réalité alternative qui menace de submerger la nôtre. Nous devons regarder cette menace en face, sans moquerie et sans complaisance. C'est une lutte pour le sens de la vérité et du droit. L'analyse stratégique est évidente. Nous sommes face à une dérive profonde qui demande une mobilisation totale. La société française, avec son histoire et ses valeurs, a les ressources pour répondre à ce défi. La clarté de la loi et la force du lien social sont nos meilleures armes face aux métastases de la radicalisation anti-autoritaire. La vitre brisée d'Esquelbecq ne doit pas être la fin du dialogue, mais le début d'une réaffirmation sereine et ferme de ce qui nous unit. Chaque adepte du mouvement souverain est un citoyen perdu que nous devons essayer de ramener vers la communauté nationale tout en étant impitoyable avec ceux qui organisent la haine et la violence. La distinction entre la victime de l'emprise et le gourou est essentielle de ce point de vue. La justice doit être capable de faire cette différence. La lutte contre les souverains est une œuvre de longue haleine, une bataille pour l'esprit et pour la loi. L'avenir de nos démocraties se joue aussi dans le combat contre l'atomisation et le rejet des règles communes. Nous devons être à la hauteur de ce défi historique. Le développement constant de l'analyse montre que le mouvement souverain est une réponse archaïque aux défis de la technologie et de la complexité. En voulant revenir à une loi de la terre ou du sang, ils ignorent que le monde a changé. La souveraineté ne peut plus être individuelle, elle est nécessairement partagée et globalisante. L'illusion de l'autarcie est un piège qui mène à la pauvreté et à l'isolement. La force du droit est de nous permettre d'interagir malgré nos différences. Les souverains, en refusant le contrat social, se privent de cet outil essentiel. Nous devons protéger l'intégrité de notre système juridique contre ces attaques incessantes. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Alors c'est important aussi que tu commentes parce que depuis que l'algorithme a changé au mois d'août, c'est un peu compliqué pour nous comme pour beaucoup de créateurs. Donc n'hésite pas à la partager, à mettre en avant ce contenu. Il y a la possibilité aussi de la booster, ça fait du bien à la chaîne.
Et n'oublie pas que maintenant on a un site internet. On a développé un petit site où on vend des sweats, des t-shirts et des mugs si tu veux afficher fièrement ton gauchisme. Bon à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!